Le service public à l'ancienne, c'est terminé. Le dogme est les services publics doivent être gérés comme le privé, voire passer au privé. Le mot marketing choque, mais c'est bien de cela dont il s'agit. L'hôpital cherche à vendre. L'hôpital est une entreprise comme les autres. Tout ce qui est social, psychologique, complexe, non rentable, vous le gardez. Y compris les accouchements. L'accouchement par voie basse en France n'est pas rentable. La césarienne l'est. Donc les maternités privées, elles sont fermées. Ou alors elles font plein de césariennes. C'est-à-dire la tarification d'activité guide la pratique. Aujourd'hui, c'est la privatisation peut très bien, la gestion privée peut très bien remplir les missions publiques. Sachant que pourquoi ça bouge pas le système de santé, c'est que c'est rempli de lobbies puissants. C'est 240 milliards la santé. C'est plus que le budget de l'État. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre premier entretien qu'on veut faire sur la question de l'hôpital public. Aujourd'hui, je reçois André Grimaldi, ou professeur André Grimaldi, c'est ça le titre? Oui, professeur émérite, ça veut dire vieux. D'accord. Professeur émérite, on va dire professeur. Si émérite, ça veut dire vieux, je vais rester à professeur André Grimaldi. Donc, André Grimaldi, on vous connaît, vos patients vous connaissent parce que vous êtes chef de service en diabétologie à la Pitié-Salpêtrière. Oui, ancien chef de service donc à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes aussi, moi je dirais sociologue de la santé. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous vous définissez. Militant de l'hôpital public. Militant de l'hôpital public. Votre dernier bouquin, L'hôpital nous a sauvés, sauvons-le, qui fait suite à celui juste avant qui était Manifeste pour la santé 2022, qui donnait tout un historique de comment l'hôpital public avait été saboté et quelles étaient les recommandations. Bon, avant ça, vous avez écrit aussi Santé Urgence, La vérité sur vos médicaments, L'hôpital malade de la rentabilité. J'en oublie pas? Les maladies chroniques. Et les maladies chroniques. Ok. Bon, la troisième médecine. Celui-ci, du coup, je l'avais pas dedans. En 2008, vous lancez l'appel du 18 juin pour sauver l'hôpital public. En 2009, vous fondez le mouvement pour la défense de l'hôpital public au moment de la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, que vous considérez comme une transformation de l'hôpital en entreprise marchande. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy à l'époque disait il faut un seul patron dans l'hôpital, un seul directeur. En 2013, vous prenez votre retraite. Vous devenez donc professeur émérite à ce moment-là. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque vous êtes aussi à l'origine de la création du collectif Interhôpitaux, la suite du collectif Interurgence. Et ça, je vais vous laisser me l'expliquer. Comment ça démarre le collectif Interhôpitaux, pourquoi et comment vous vous êtes mis là-dedans? Écoutez, la crise de l'hôpital, elle s'acutise dans 2008-2009. 2008, on décide que la tarification d'activité qui était limitée depuis 2004 devient générale. Donc, par exemple, pour ma spécialité, le diabète va être payé à l'activité. Cette tarification à l'activité, elle a pour but de mettre en concurrence les hôpitaux avec des cliniques privées, y compris commerciales, sur un marché administré. Voilà. Et d'ailleurs, on parle de convergence tarifaire, parce qu'il n'y a pas de raison que l'appendicite soit payé différemment dans la clinique que dans l'hôpital, et que le meilleur gagne, c'est la concurrence. Donc, ça fait partie des dogmes du néolibéralisme, qui était l'État est là pour fixer des règles, pour réguler, mais pas pour gérer. Bon, service public, ça doit être géré comme une entreprise privée, voire changer de statut. La concurrence sur un marché, c'est un moyen d'obtenir la qualité au plus bas coût. Voilà. Mettez la concurrence sur les transports, surtout avec tous les produits qui nous arrivent de Chine, et puis voilà, vous avez le plus bas prix, et donc on va appliquer ça à la santé. Et donc une qualité aussi moindre. Justement, vous arbitrez. Vous dites, vous êtes consommateur quand vous allez faire vos courses. Vous regardez le prix, je sais pas, des clémentines en ce moment, elles sont plus chères, elles sont moins chères, oui, mais elles sont de meilleure qualité ou pas. Vous achetez une voiture, vous regardez aussi, vous dites, je me renseigne, j'achète et j'achète la qualité au plus bas coût. Bon. Et on dit, en santé, on va faire pareil. Sauf qu'en santé, ça ne marche pas. Et puis, ça ne marche pas du tout, parce que tout simplement, vous êtes un angoissé, et que vous vous dites, si c'est cher, c'est que c'est mieux, et si c'est pour mon fils et si c'est pour ma mère, je suis prêt à m'endetter. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on prête un serment, ce que ne fait pas un commerçant, de ne pas abuser de l'asymétrie relationnelle. On a en face de nous quelqu'un qui est angoissé, à qui on dit peut-être qu'on va lui trouver un cancer. Et il dit, un grand professeur, il est très cher. Il dit, oui, d'accord, mais bon. Donc, on prête le serment de ne pas abuser.
C'est ça le tact et la mesure, ça vient d'origine chrétienne. Bon, d'aujourd'hui, bon, donc ça ne marche pas. 2, à l'époque, on invente le concept que la médecine devient industrielle. Il y a des protocoles, la médecine est scientifique, finalement c'est une science, il y a des techniques, il y a des protocoles, il faut les appliquer. Donc la médecine devient scientifique, le médecin devient un ingénieur, l'hôpital devient une entreprise. Alors, il y a une petite part de vrai. Tout ce qui est très programmé, standardisé, au fond, le canal carpien, la cataracte ambulatoire, la prothèse de hanche simple, vous pouvez dire, bon, d'accord, c'est pas une entreprise, mais quand même, ça ressemble, bon, et ça peut être géré pareil. Ce seraient des actes qui pourraient avoir une tarification. En gros, des actes qui varient peu, qui se font à la chaîne, standardisés, c'est tant de temps. Bon, alors vous demandez à ce que le chirurgien vous explique, soit poli, soit gentil, bon, d'accord, c'est mieux, mais enfin, en gros, c'est d'ailleurs, à l'époque, on compare totalement ça au protocole de l'aviation. Les règles, les checklists de sécurité, on les transpose à l'hôpital. D'accord. Hein, et au fond, c'est pas mal. Bon. Sauf que la médecine, c'est pas ça. La médecine, c'est aussi les complexités. C'est aussi les urgences. C'est aussi les maladies chroniques. Où là, tout est variable, dépend de l'âge de la personne, dépend des comorbidités, dépend de son statut social, dépend de sa psychologie, dépend de comment il vit la maladie, dépend est-ce qu'il a une aide autour de lui. Enfin, bon, un malade ne ressemble pas à l'autre. Bon, c'est pas le suivi d'un protocole qui règle le problème. Le protocole, il vous sert à dire quelles sont les règles à moyenne, et puis après, comment je me détermine par rapport à ça. C'est une médecine de la personne. Et puis alors, pour la prévention, n'en parlons pas. C'est l'idée de l'acte de soin, standardisé. Donc pour ces 2 raisons, ça marche pas, mais ça fait rien, on y va. Parce que le dogme est les services publics doivent être gérés comme le privé, voire passer au privé. Et c'est ça la loi HPST. C'est là-dedans que je démarre. Donc on a la compréhension très tôt, parce que moi je suis diabétologue, donc spécialiste de maladies chroniques. Donc vous ne faites pas des actes rentables du coup. Eh bien voilà. Oui, enfin, on va les transformer, mais surtout, moi, ça m'amène à dire, ce patient, je pourrais ne pas l'hospitaliser, c'est mieux pour lui. Je vais le suivre par téléphone, par Internet, on va adapter les doses, on va l'éduquer, l'infirmière va le suivre. Ah oui, mais là, je ne suis pas rentable. Il faut au contraire que je l'hospitalise pour être rentable. Donc, les directeurs disent, il faut choisir les créneaux rentables et pousser à l'activité. T2A, ça veut dire ça. Tarification à l'activité. Alors on fait tout rentrer là-dedans. Pour vous donner une idée de l'absurdité, c'est les soins palliatifs, la fin de vie. La fin de vie, c'est des soins contre la douleur, des soins de confort et une présence humaine. La forme de paiement qui convient, c'est le prix de journée. Hein, voilà. Et puis la sortie, en France, il n'y a pas d'euthanasie, donc elle est décidée par le bon Dieu. Elle n'est pas décidée par le médecin, elle n'est pas décidée par le directeur. Donc vous dites, c'est un prix de journée, c'est 8 jours, c'est 8 jours, c'est 15 jours. Alors non, on fait ça, rentrer ça à l'activité, tarification à l'activité. Déjà, même vous dites, tarification à l'activité, soins palliatifs, fin de vie, ça paraît bizarre comme... Bon, alors il y a un débat au Parlement entre Jean Leonetti, qui n'est pas un révolutionnaire, et la responsable des tarifications. Et Jean lui dit, Madame la directrice, je ne comprends pas votre système. Lorsque malade arrive et meurt avant minuit, c'est 800 €. S'il passe le cap de minuit, c'est 8 000 €. Mais au bout de 15 jours, c'est toujours 8 000 €. Donc, dit-il, je connais des centres de soins palliatifs qui font sortir fictivement le mourant, dans un service ou une après-midi chez eux, le reprennent pour faire 2 séjours au lieu d'un. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un prix de journée sera adapté? Et la réponse est absolument magnifique. Elle lui dit, monsieur le député, ce n'est pas possible. Ça remettrait en cause le principe de tarification. Donc la tarification est devenue un principe, un totem. Sacralisé, quoi. Complètement. Tout doit être... Alors, est-ce que tu es rentable, est-ce que tu l'es pas? Nous, on construit un bâtiment de soins ambulatoires avec des collègues spécialistes de l'obésité, du cholestérol, etc. Le directeur nous dit, c'est pas rentable, il faut rajouter 20 lits. Monsieur Grimaldi, vous pouvez bien hospitaliser les pieds diabétiques. Monsieur Badban, les obèses, ça manque pas. Vous pouvez bien les hospitaliser. Alors qu'il n'y a pas besoin de les hospitaliser. Comme une entreprise. Jean de Carvazoué, homme de gauche, enfin du PS, qui a été directeur des hôpitaux en 81, dit à l'époque, le mot marketing choque, mais c'est bien de cela dont il s'agit, l'hôpital cherche à vendre. L'hôpital est une entreprise comme les autres. On a eu Madame Mireille Faugère, qui venait de la SNCF, qui avait inventé
directrice de la science publique, à nous de vous faire préférer la PHP. Ouais. Ça venait à nous de faire préférer le train. C'est complètement dément, à nous de préférer l'hôpital. Enfin, c'est bon, voilà. Donc, c'est ça mon histoire. Alors, du coup, ça s'est déroulé. Et la crise n'a fait que. Alors, il y a eu après 2008-2018 la crise économique. Alors, sur cet hôpital entreprise qui cherche à vendre et à faire du rentable, ce que font les cliniques, vous ne pouvez pas leur reprocher. Elles ont un statut, elles, si elles ne sont pas rentables, elles mettent la clé sur la porte. Ou elles sont rachetées par une chaîne de cliniques commerciales. Ramsay, avec des fonds de pension et des fonds d'investissement internationaux. Donc, elles sont obligées de faire des elles sont obligées de faire de la rentables. rentabilité. Donc, elles font chirurgie de l'obésité, chirurgie ambulatoire. Elles sont en tête, évidemment, elles font ce qui est rentable. Le polytraumatisé, vous le gardez. La personne âgée qui a des troubles cognitifs et des polypathologies, vous le gardez. L'aide médicale d'État, le CMU, vous le gardez. Bon, tout ce qui est social, psychologique, complexe, non rentable, vous le gardez. Y compris les accouchements. L'accouchement par voie basse, en France, n'est pas rentable. La césarienne l'est. Donc les maternités privées, elles sont fermées. Ou alors elles font plein de césariennes. D'accord. Ok. Eh ben oui. C'est-à-dire la tarification d'activité guide la pratique. Et vous ne pouvez pas le reprocher à une clinique commerciale puisque c'est son statut. Vous pouvez le reprocher à un hôpital public. On pourrait le reprocher que les cliniques commerciales existent, non? Ben voilà, vous commercialisez la santé. Bon. Et donc arrive la crise économique, 2008, et la crise financière, qui devient une crise économique. Et à ce moment-là, le gouvernement décide, il faut réduire la dépense publique. Donc le budget de la santé doit être réduit. Pourtant, le budget de la santé, c'est pas... Oui, mais avant, c'était un objectif. Depuis Juppé, 1996, l'Assemblée nationale vote un objectif des dépenses de santé. Et comme le mot le dit, c'est un objectif. L'ONDAM. L'ONDAM, qui a pendant longtemps été dépassé. On avait un objectif, mais on le dépassait. Bon, ça veut dire qu'il y avait une volonté de réduire un certain nombre de coûts. Bon, ça peut se discuter, mais néanmoins, c'est un objectif. Là, on dit que ça ne va pas être un objectif. L'ONDAM est un mot inapproprié. C'est un budget contraint qui ne peut pas être dépassé. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on peut? Il y a un objectif pour la ville, donc un ONDAM de ville et un ONDAM hospitalier. L'ONDAM de ville, c'est très difficile à réguler pour la raison suivante, que c'est des négociations entre la sécurité sociale et les syndicats de la médecine libérale. D'accord. Et ça, Juppé avait voulu s'y était essayé, à dire si vous dépassez votre objectif, on vous diminue le tarif des consultations. Grève immédiate, blocage immédiat, demi-tour. On dit qu'il a perdu les élections à cause de ça. En tout cas, dans son parti, ça n'a été plus jamais ça. D'accord. Par contre, l'hôpital, il est géré par l'État, pas par la Sécu. Il n'y a pas de négociation. L'État décide. Donc que fait l'État? Il dit, premièrement, on va vous prendre en début de mandat d'exercice 400 millions. On ne les a pas rendus à l'hôpital. Parce que ces 400 millions, ils servaient à compenser le dépassement en ville. Et puis on invente le point flottant de T2A, de tarification d'activité. C'est-à-dire que si vous augmentez l'activité, on vous baisse le montant des tarifs. Et ça va être appliqué par Sarkozy, par Hollande, par Macron. En 10 ans, les tarifs ont baissé de 7%. Donc vous avez un truc complètement fou, qui est, vous êtes une entreprise commerciale qui cherche à vendre, mais plus vous vendez, plus on vous baisse les tarifs. C'était quoi l'intérêt de ça? C'était de baisser les remboursements? L'intérêt de ça, c'est qu'il y avait une idéologie d'un côté qui était tout doit devenir, tout le privé doit devenir, en gros, fin des services publics, ou en tout cas gestion des services publics comme le privé, voire cession au privé, comme la Poste, qui devient du privé. Deuxièmement, on doit réduire les coûts publics. Donc voilà, comment on peut faire? On va réduire le coût de l'hôpital. Donc deux décisions folles, parce qu'elles sont contradictoires. Donc vous vous dites, évidemment, ça ne va pas tenir. Mais pour la petite explication aussi, parce que vous dites qu'il y a la crise financière, donc on doit réduire le budget de la santé public, et en même temps, dans ce pays, il y a deux budgets. Il y a le budget de l'État, il y a le budget de la sécurité sociale, qui est financé par les cotisations sociales. Et par la CSG. Et par la CSG, donc c'est là où justement il y a les économies. Enfin, normalement, la santé n'est pas censée être dépendante des aléas financiers ou des crises financières. Si, parce que ah oui, vous avez raison, c'est absurde que la santé dépende de savoir s'il y a une récession ou pas. Parce que normalement, c'est un budget à côté. Ça, c'est notre histoire.
Ça, vous avez cette histoire. Il y a une partie financée par l'État, puis maintenant par la CSG. Ça, il faudrait revenir là-dessus, mais alors ça devient comment on finance. Il y avait en tout cas un principe, qui était la loi Veil, qui était les fonds de la sécurité sociale, les ressources sociales, doivent être sanctuarisées. L'État n'a pas la main dessus. Et c'était une très bonne chose. Ça, c'est un des grands principes de 1945. Et là, vous dites le contraire. Alors maintenant non. Là, c'est lié à Macron. C'est la majorité du quinquennat précédent qui a aboli la loi Veil. Quand l'État décide d'exonérer des cotisations, soi-disant pour défendre l'emploi de telle entreprise, il n'est plus obligé de compenser à la sécurité sociale. Donc l'État met la main, en gros là on fait un peu de diversion, mais si vous voulez, les deux grands principes de 1945 de la sécurité sociale, qui étaient remarquables, et c'est ça qu'il faut garder à mon avis, c'était, un, les ressources sont sanctuarisées, ce n'est pas le budget de l'État. Du coup, pas d'accord avec Piketty quand il dit qu'il faut fusionner la CSG avec l'impôt sur le revenu, parce qu'une fois que vous avez fait ça, c'est fini. Il faut revenir sur l'abolition de la loi Veil. Bon, ce principe était fondamental. Pour la santé, c'est un bien supérieur. Les Français décident de consacrer telle somme pour la santé. En toute indépendance. Indépendamment de... etc. Le deuxième principe était la gestion est une co-gestion avec l'État. Certes, l'État va décider le montant des cotisations, va décider du taux de remboursement, mais les assurés à l'époque vont être les gestionnaires. Et donc ça a été, en 1945, les organisations syndicales, puis patronales, mais avec l'idée, à l'époque, que c'était essentiellement des indemnités journalières. L'ouvrier malade perdait son salaire. Donc, c'était pas les problèmes de dialyse, de greffe cardiaque, c'était pas tout ça, c'était pas la réanimation, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de réanimation à l'époque. Donc aujourd'hui, alors ce qui s'est passé, c'est que au fil des ans, donc la Sécu c'était ni étatisation ni privatisation. La gestion est devenue de plus en plus étatique et les prestations sont devenues de plus en plus privées avec les soins courants confiés aux assurances privées complémentaires. Donc on a un système très complexe. Alors revenons à notre histoire plus récente. L'histoire plus récente, c'est-à-dire qu'on trimballe des défaillances du passé, et en même temps que des grands progrès, mais à chaque fois avec des compromis. Et puis l'histoire récente qui est l'hôpital entreprise sous contrainte budgétaire. Ça devait casser. C'est-à-dire le toujours plus à cause de la T2A, avec toujours moins à cause de l'Ondam, à un moment donné ça casse. Ça a cassé quand ? En 2017. En 2017, l'activité d'hospitalisation diminue. Que fait Marisol Touraine ? C'est pas elle, c'est Bercy. Mais enfin, que fait Bercy et le ministre de la Santé ? On réduit encore de 0,9% les tarifs qui, l'année d'avant, avaient été réduits de 1%. Ce qui permettait à Marisol Touraine, je ne sais pas si vous vous rappelez, de dire « je vais rééquilibrer la Sécu ». Évidemment, on filait la dette aux hôpitaux. D'où la dette des hôpitaux. La logique, c'est de dire la dette de la Sécu doit être associée, le déficit de la Sécu doit être associé au déficit des hôpitaux, et pas séparé. Arrive Agnès Buzyn, qui fait de grandes déclarations sur on a géré l'hôpital comme une entreprise, c'est absurde. Moi, je la rencontre, le téléphone, on est d'accord, si j'étais à l'hôpital, je signerais vos textes, on est complètement d'accord, il faut en finir avec ça. Donc ça, c'était au début du mandat Macron, 2017. Tout début. 2007-2018. Agnès Buzyn, qui nous dit, entre parenthèses, moi j'ai des convictions, je suis là pour les appliquer, si ça ne marche pas, dans un an, je ne serai plus là. Bon, très bien. Et nous, on dit, c'est bon, on y va, on la soutient. Donc là, vous y croyez quand même à ce moment-là, malgré le fait que ce soit Emmanuel Macron qui lui-même était à Bercy. J'ai un âge vous n'êtes pas le perdreau de l'année non plus. Fait naïf. Oui, d'accord. Mais néanmoins, je me dis, j'ai le devoir de dire, bravo, allons-y maintenant, allons-y. Sortons de cette folie de T2A et d'Ondam contraint. Revenons à un objectif, et puis on l'atteint ou on ne l'atteint pas. Et ça ne rate pas. Le Premier ministre, Édouard Philippe, impose, via Bercy, diminution des tarifs de 0,5% en 2018. Nous protestons, on envoie des lettres au Premier ministre, elle me téléphone, elle me dit André, c'est pas la peine, ça ne changera pas. Ok. Alors, donc on continue la même politique. Et elle l'explique comment, elle ?
Elle dit pas. Ah bah c'est les contraintes. Là, à ce moment-là, elle a conscience que elle commence à pas tarifs veut expliquer. dire baisse des financements. Elle commence à pas expliquer, à pas téléphoner. Elle devient une femme politicienne. D'accord. Elle n'est plus la médecin qui est là avec des convictions et qui va se battre. Ok. Bon. Enfin, vous rentrez dans une machine. Hein. Faut comprendre. Moi, je ne fais pas de la psychologie. Mais la dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était janvier 2019. Pour le Nouvel An, elle vient vers moi et me dit « André, qu'est-ce qui vous arrive ? Je suis en train de sauver l'hôpital. » On était à quelques mois de l'effondrement. Hein. Ce que vous dites dans votre livre Manifeste pour la santé 2022 d'ailleurs. Donc, arrive la crise de 2019. Donc 2017, on continue. 2018, on continue, alors que l'activité baisse. Ouais. Bon, en 2019, crise des EHPAD, crise de la psychiatrie, crise des urgences, crise généralisée. Et à ce moment-là, en urgence, alors que l'Assemblée nationale a déjà voté l'ONDAM, une augmentation de 2,1%, alors que les besoins augmentent de 4%. Structurellement, mais c'est officiellement. Alors, officiellement, d'ailleurs, le 4%, c'était global. Et pour l'hôpital, ils avaient dit 3,1. D'accord. Je prends les chiffres officiels du ministère. 3,1. Okay. L'Assemblée nationale vote 2,1. Crise, on fait une grande manifestation. Et à ce moment-là, plan d'urgence présenté par le Premier ministre, Édouard Philippe, avec Agnès Buzyn, pour faire une rallonge. Et elle ose dire, et là je comprends qu'elle est devenue vraiment une politicienne, c'est fini, c'est une grande première, nous augmentons les tarifs de 0,2%. Alors qu'il y avait eu une baisse de 0,9%. Avant, elle avait 0,5% en moins. 0,5% en moins. Hein, donc, et ça a été repris d'ailleurs par le président Macron lors de la présidentielle en disant nous avons augmenté les tarifs. Alors moi, ça m'est devenu insupportable de transformer la politique en communication. On entend dire sans arrêt, la majorité, nous avons mis 19 milliards pour l'hôpital. Pour le Ségur. Ouais, au cours du Ségur. Nous avons décidé 19 milliards d'investissements pour l'hôpital. Je vous rappelle que lors de l'échange dans le deuxième tour, avant le deuxième tour de la présidentielle avec Marine Le Pen, le président a dit j'ai mis 19 milliards et elle répond moi j'en mettrai 20. Bon, voilà. Ça, tiens, ça. Alors, les 19 milliards. Alors justement, pour la petite histoire, peut-être pour contextualiser, c'est qu'il y a le Covid en mars 2020. Ouais. Donc avec tout ce qu'on connaît, les gens applaudissent aux fenêtres et les soignants vont soigner avec des sacs poubelles, pas de gants, pas de masques, et donc pas de blouse. Et à la sortie de tout ça, Emmanuel Macron dit à Mulhouse d'ailleurs, il dit l'État saura reconnaître votre engagement. Déjà, moi, quand il dit saura reconnaître, je me dis pourquoi il ne le reconnaît pas maintenant, l'engagement. Et en fait, on comprend, c'est qu'après, au mois de juin, il y a le Ségur de la santé, donc il y a un moment de discussion avec les soignants. Ben, vous étiez partie prenante. Oui, le CIH. Je crois, hein, le CIH en tout cas. Je l'ai pas de voir. Et là, donc, ils annoncent donc en grande pompe 19 milliards pour l'hôpital, donc engagement sans précédent, des hausses de salaire, etc. Donc là, on arrive au fameux Ségur de la santé qui maintenant est devenu le joker absolu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement à ce Ségur de la santé ? Alors, d'abord, sur les 19 milliards, terminons sur les 19 milliards. Pour vous dire, c'est insupportable de transformer ces annonces comme ça, de communication. Les 19 milliards, c'est pas pour l'hôpital, c'est sur 10 ans. Il sera plus président depuis au moins 5 ans. Bon. Deuxièmement, c'est pas pour l'hôpital, c'est pour l'hôpital et pour la ville. Troisièmement, c'est une partie pour rembourser des dettes. Quatrièmement, il y a 2 milliards de mise en réserve. C'est quoi, quoi de la mise en réserve ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des aléas. Donc c'est des 2 milliards qu'on ne dépense pas au cas où. Parce qu'il peut y avoir, telle crise, on a mis 2 milliards de côté. D'accord. Bon. Donc à la fin des fins, ça ne fait pas 19 milliards du tout pour l'hôpital. Bon. Et cette manière de dire sur 10 ans, c'est une manière, alors pourquoi pas sur 20 ans ? Ça fait des sommes colossales. Bon. Donc c'est une manière d'être dans l'annonce qui est insupportable. Alors, le Ségur, pour répondre à votre question, il y avait 2 parties dans le Ségur. Il y a une partie, c'est un Grenelle sur les salaires. Ce qui paraissait comme tout à fait impossible avant le Covid. D'ailleurs, c'était pas un problème financier, l'hôpital. Emmanuel Macron disait que c'est un problème d'organisation. Voilà, exactement. Il disait pas un problème financier, c'est un problème d'organisation. Là, tout d'un coup, c'est devenu possible. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 183 € les salaires des soignants. On a mis 100 € pour des primes dans des contrats d'engagement. On a mis des revalorisations de grilles salariales. Bref, 8 milliards, ce qui n'est pas rien. Ça aurait été, nous, à l'automne 2019, on aurait obtenu ça, on aurait crié victoire. Bon. Alors, dans ce Grenelle, c'est une négociation avec les syndicats sur le problème des salaires et des carrières. Il y a une partie des syndicats qui considèrent que le verre est à moitié plein, ils signent. Et la CGT considère que le verre est à moitié vide, ils ne signent pas. Et Sud avait claqué la porte. Bon, négociation salariale.
Mais il y a un deuxième aspect qui est, on va repenser l'hôpital. Alors là, vous citiez le président, mais il a été beaucoup plus loin que ça. Il a dit, il y a des biens supérieurs qui doivent échapper aux lois du marché. C'est vrai. Bon, C'est ce que révèle cette pandémie. Voilà. L'État-providence n'est pas une charge, mais une chance quand le destin frappe. Exactement. C'est mes citations par cœur. Il faudra nous rappeler. prendre des décisions de rupture, je les assumerai. Et comme il voit bien qu'on a quelques doutes, il ajoute, nous devrons nous réinventer, moi le premier. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc sauf que nous, comme on vous se le dit, dites, Clémenceau, voilà, on ne ment jamais autant qu'avant les élections. Et pendant les guerres. Voilà, pendant les guerres. Et il paraît qu'il faut dire après la chasse. Et après la chasse. Donc, d'accord. Bon, ceci dit, l'autre aspect du Ségur était renégociant le fonctionnement, la structure, le financement de l'hôpital public. Et là, il y a une technique qui est propre à la France, qui est antidémocratique, que employé, moi j'étais investi là-dedans aussi à l'époque de Hollande. Vous mettez autour de la table tout le monde, les cliniques commerciales, les libéraux, l'hôpital public, et puis dites qu'il faut faire une synthèse. Alors à la fin, vous faites un méli-mélo qui ne satisfait personne. Qui est en gros l'aménagement, du replâtrage de l'existant. Surtout que c'est assez avec de la déséquilibré. communication. Donc il n'en sort rien du Ségur. L'ONDAM, pas de changement. Les mesures dites de régulation, les millions mis en réserve en début d'exercice, le point flottant, pas de changement. L'hôpital, depuis la loi Bachelot, HPST, ne repose plus sur des services et des équipes de soins, mais sur des pôles de gestion. Et il n'y a plus d'équipe de soins parce que c'est plus le médecin avec chef de service, avec la cadre qui gère leur équipe. Hein, c'est au niveau d'un pôle multiservice qui est un pôle de gestion. Alors je vous donne un exemple toujours le même pour que les gens comprennent. À la Pitié, il y a un pôle qui est le pôle chirurgie, néphrologie, maternité. Quelle est la cohérence de ça? Rien, ils ont un ascenseur en commun, bon c'est tout. Donc simplement, ça permet de casser la logique des services, des équipes de soins. Or c'est ça qui fait la force de l'hôpital public, y compris par rapport au libéral. Hein. Et une infirmière, du coup, devient comme un agent sur une chaîne de production. C'est-à-dire qu'un jour elle est dans un service, elle peut être le lendemain dans un autre service, une semaine elle commence à 8h, l'autre semaine elle commencera à 14h, donc on a cassé les équipes. Okay. On a dégradé du coup la qualité des soins. Bon. Donc ça ne change pas. Ça, on met des mots, on dit oui, il faut revenir au service. C'est très important, M. Grimaldi, vous avez raison. Les services. On maintient les pôles de gestion, multiservices, qui n'ont pas de cohérence médicale. Simplement, il s'agit de partager les moyens, de mutualiser. On dit que les infirmières, après tout, elles sont polyvalentes. Elles peuvent aller un cours en médecine interne et puis le lendemain en pédiatrie. Bon, évidemment, on casse le sens du métier. Alors, le Covid en a rajouté. Pourquoi? Parce que dans le Covid, il y a eu la première phase que vous évoquez, avec les applaudissements aux 20h, où on a vu fonctionner un service public comme on le souhaite. Plus de concurrence, de guerre entre les soignants. Plus de hiérarchie de pouvoir, mais uniquement une hiérarchie de compétences. Les soignants au service des patients. Les gestionnaires au service des soignants. Et la population qui dit, voilà, magnifique, on a un bien commun supérieur qu'on partage, qui coûte cher, mais c'est un choix, hein, et heureusement qu'on l'a. Bon, on a vu. Alors, avec des promesses du président, qu'est-ce qui se passe après le Ségur? On retourne à la vie d'avant, au pôle, au machin, aux mutualisations, et puis la déception en plus. On croyait que tout allait changer. Hein, rien n'a changé. C'est vrai que... Donc voilà, à ce moment-là, on dit, si même ça n'arrive pas à changer, alors on peut avoir une réflexion plus générale. Quand est-ce que notre service notre système de santé a connu des bonds en avant vers cet idéal de bien commun partagé par tous, qui est ni étatisable, ni privatisable? Quand est-ce qu'on a connu ces grands bonds? 45. Grande crise, on sort de la guerre, hein, et donc gouvernement d'union nationale, des communistes avec le général de Gaulle. 58, guerre d'Algérie, retour du général de Gaulle aux affaires,
création des CHU, qui est, à l'époque, c'est une guerre terrible. L'Académie de médecine est contre, les médecins libéraux sont contre. C'est Robert Debré, gaulliste, résistant, qui a un fils Premier ministre, et c'est par ordonnance que ça passe. Autrement, ça ne serait jamais été voté. Création du plein temps hospitalier, la triple mission soins, recherche, enseignement, et humanisation des hôpitaux. On sort des salles communes. 68, grève générale. La nouvelle société de Chaban-Delmas. Augmentation considérable du nombre de soignants. Multiplication des facultés de médecine. 70, Robert Boulin, dans la loi, on crée le service public hospitalier. 71, première convention nationale entre la sécurité sociale et le grand syndicat des médecins libéraux, la CSMF, qui lui vaudra d'ailleurs une scission de plus libéraux qu'eux, qui refuse Madame Lacaisse. Le médecine libérale a toujours été hostile à l'État et à la Sécu. 85-95, les années SIDA, maladie, épidémie mortelle à 100%, pas comme le Covid, chez des gens jeunes, et de là va naître l'idée rien pour nous sans nous. Introduction des malades et de leur organisation dans le système de soins. Voilà les grands bonds en avant. Alors nous, on a dit, bon, on a pensé. Alors du coup, ça veut le dire virus, enfin, va faire ce qu'on voulait. C'est ça, c'est dans les années de crise que, mais oui, que le pays, quand on est dans l'ombre, qu'il arrive à ce qu'on aller pouvait de l'avant. penser avec l'arrivée du Covid. La pandémie, le service public, les applaudissements aux 20h, et le président qui fait des discours magnifiques. Qui change complètement de... Ah bah complètement, j'ai compris, on change. Hein, le jour d'après ne sera pas le retour au jour d'avant. Autre citation. Bon. Et alors, quelque part, cette maladie, elle n'est pas assez grave, parce qu'elle est bénigne pour ceux qu'elle ne touche, qu'elle ne tue pas. On a eu 160 000 morts, visiblement, c'est pas assez. Bon, si je puis dire. Bon. Hein, donc, on peut être optimiste, puisque vont arriver des crises encore beaucoup plus graves. On rentre dans la période des crises. La tâche de l'heure, alors pour des gens comme vous, la jeune génération, et nous on peut aider, moi ce que je peux faire actuellement, c'est préparer le changement. C'est avoir ce qu'il faut pour changer. C'est-à-dire pas être dans une illusion utopique qui est tout va être merveilleux, n'est-ce pas, on va tous s'aimer, mais quels sont les leviers réellement du changement, sachant que pourquoi ça ne bouge pas le système de santé, c'est que c'est rempli de lobbies puissants. Hein, c'est 240 milliards la santé. C'est plus que le budget de l'État. Donc pensez bien que les gens sont intéressés. Alors, il y a eu un exemple typique. Hein. Olivier Véran, je pensais que l'accord de l'Élysée lance la grande sécu. Avec l'idée, derrière, que pourquoi en France on a un système aberrant. Avec des complémentaires santé. Avec double gestion. Donc, pour le salaire moyen des infirmières, on était avant le Ségur en 28e position sur 32 pays de l'OCDE. Ouais. Après le Ségur, on passe en 16e position. Ce qui n'est pas non plus... c'est la moyenne, quoi. Un peu dessous. Un peu en dessous. En dessous de la moyenne. Ah, bon. Donc, parce que souvent, ils disent on les a remis au niveau. On était sur une position honteuse, on passe sur une position médiocre. D'accord. Mais en frais de gestion, on est deuxième derrière les USA. Les USA ont des frais de gestion hallucinants parce qu'ils ont un système totalement... c'est géré par les assurances privées. Bon, à part, même eux n'y arrivent pas complètement. Il y a Medicaid et Medicare, ils ont 8% du PIB en frais publics, et ils ont 9% du PIB en plus en système privé. Donc ils dépensent 17% du PIB pour la santé. Nous, entre 11 et 12%. Les Anglais, 9%, parce qu'ils ont un système purement public. Ouais. Mais eux, ils ont un système rationné. Donc c'est ça le problème. Vous avez un système privé, les inégalités sont comme ça, il y a encore 30 millions d'Américains qui n'ont pas de couverture santé. Vous avez un système public, le danger, c'est le rationnement. Donc c'était ça l'idée de la Sécu. Échappons à ça. Hein. Donc la Sécu était une idée géniale. Alors, après, moi j'ai un débat avec le Parti communiste qui est très attaché à son passé, qui est les cotisations sociales, c'est du salaire différé, donc c'est sacré, c'est le salaire socialisé. Moi je crois que ce qui est sacré, c'est la sanctuarisation. Hein, parce qu'à l'époque, il y a le plein emploi. Mais dès que vous avez le chômage, lier la Sécu à l'emploi, c'est ce que vous disiez. Ça arrive quand même à un problème. S'il y a du chômage, on ne se soigne plus. Bon, il faut attendre 2000, la loi de Martine Aubry.
pour que la CMU, hein, pour qu'enfin on ait un système universel. Avant, on a un système qui est lié à l'emploi. D'accord. C'était pas ça le programme de la résistance en 44. En 44, on était beaucoup plus, le programme de la résistance, c'était beaucoup plus beveridgien. En anglais, c'est-à-dire un système de santé universel. Or, on crée, et comme dire, un système qui est quand même bien parce qu'il n'est pas étatique, mais inversement, qui conditionne à l'emploi. C'est-à-dire que quand Jospin arrive, l'emploi remonte et la Sécu remonte. Puis quand il y a du chômage, la Sécu coule. C'est aberrant. Hein. Donc moi je ne suis pas contre la CSG, à condition qu'elle ne soit pas fusionnée avec l'impôt sur le revenu, contrairement à Piketty, et qu'il y ait une sanctuarisation. Et qu'en gros, on ait un débat enfin dans la société, qu'est-ce qu'on veut dépenser pour la santé? Et je pense qu'on est prêt à dépenser plus si ce n'est pas du gaspillage. Autre grand sujet, 20 à 30% des prescriptions des actes sont injustifiées. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a un système libéral. La tarification d'activité, je l'ai bien compris, faites marcher l'activité. Donc il faut faites réhospitaliser le malade. Mais M. Rimadi, au lieu de faire une hospitalisation, faites-en deux. Je vous ai expliqué, y compris pour les soins palliatifs. Si vous faites 2 hospitalisations, vous allez gagner 16 000 euros au lieu de 8 000. Donc chacun y va. Donc la tarification d'activité, ça a augmenté la tarification. Hein. Et pour autant, justement, là-dessus, on n'y gagne pas du tout en qualité, mais c'est ce que vous avez pu dire. Évidemment, parce que pour les soignants, parce que là, on pourrait imaginer, du coup, c'est les soignants qui represcrivent pour faire en sorte, mais ils sont obligés pour faire rentrer de l'argent dans les caisses d'hôpital, et en même temps, du coup, ça leur fait perdre du sens à leur travail aussi. Complètement, mais moi j'ai fait ça, parce que vous avez un hôpital de jour. Bon, alors vous avez le choix entre voir une consultation, ou 2 consultations, alors ça faisait 100 € pour l'hôpital, ou 1500 l'hôpital de jour. Le malade venait avec des plaies du pied graves. Il voyait 2 médecins, un podologue et un médecin diabétologue. Il voyait l'infirmière, pansement. Et donc il passait une matinée. Je facture 2 consultations à la Sécu. Je me vole. Je lui facture un hôpital de jour, c'est elle que je vole. Le choix est vite fait. Vous volez la Sécu. Bon. Donc, je me suis fait féliciter par le directeur. Oh, fantastique, la diabéto augmente ses activités. Bon, la Sécu, elle voit elle connaît l'histoire, donc elle fait des contrôles. Alors, elle fait des contrôles, on sort les dossiers. On fait des photos, des plaies. Alors, qu'est-ce qu'il dit le médecin conseiller Sécu? Il dit, est-ce que vous faites une IRM? Une imagerie de résonance magnétique? Non. Ah, c'est dommage. Autrement, je cochais la case et c'était bon pour vous. Donc, on fait plein d'IRM pour cocher la case, pour toucher le fric. Ben oui, autrement, si vous ne le faites pas, on dit même, M. Rimadi, vous êtes en déficit, donc on vous supprime des infirmières. Donc vous êtes pris dans indépendamment, c'est pas un conflit d'intérêt personnel. Bon, mais pareil pour le paiement à l'acte. Le paiement à l'acte, c'est pareil pour le médecin quand c'est lui qui prescrit. Il y avait un jeune médecin qui disait une question, une consultation. 2 questions, 2 consultations. Ben oui, 25 € la consultation, comment vous voulez faire? Donc vous faites une consultation très courte, 15 minutes en moyenne. Et puis pour compenser ça, vous faites une ordonnance très longue. Et donc on a un système inflationniste. Donc pour la maladie chronique, ni le paiement à l'acte, ni la tarification d'activité ne sont adaptés. C'est des dotations annuelles ou capitation, forfait, avec un cahier des charges. Sauf que la médecine libérale est à fond contre. Paiement à l'acte, paiement à l'acte, paiement à l'acte. Mais en même temps, il y a 2 points, parce qu'on ne pourrait pas croire non plus que si on enlevait ces 30% d'actes injustifiés, l'hôpital irait beaucoup mieux, que les soignants iraient mieux. Et après, il y a l'autre question aussi, c'est que sur ce qui pèse sur la Sécu, il y a quand même des points. Par exemple, pendant longtemps, il y avait le crédit impôt compétitivité emploi, c'était 20 milliards par an. C'était l'État qui faisait des crédits d'impôt aux entreprises. Aujourd'hui, c'est la Sécu. C'est des exonérations de cotisation de la Sécu. Donc c'est 20 milliards en moins pour la Sécu. Il y a aussi tout ça, l'État qui cannibalise la sécurité sociale en faisant des aides aux plus riches. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est avec la loi Veil, toute exonération de cotisation doit être compensée intégralement par l'État. Ça a été supprimé par un vote de l'Assemblée nationale. Bon, donc l'État a maintenant la main. Alors vous pourriez rajouter autre chose, on a fait payer à la Sécu l'ensemble du Covid. Donc la dette de la Sécu est colossale. La Sécu, avec l'invention de la CADES, elle doit rembourser les intérêts et le capital. Elle doit tout rembourser. L'État, lui, il fait rouler le capital. Il rembourse que les intérêts. Donc pourquoi on a mis ça sur la Sécu? La Sécu, on lui a mis un filin autour du cou. Donc la Sécu, pour les années à venir, sera la prochaine attaque libérale. Alors, ceci dit, les virus nous sauveront peut-être.
Hein, si on a d'autres pandémies. S'il y a des s'il y a de l'exceptionnel qui fait qu'on dépense. Dans les grandes crises, tout d'un coup, même les libéraux sont obligés de dire l'État. Comment a fonctionné le privé, les cliniques commerciales pendant la crise? Elles ont été réquisitionnées et elles ont été fonctionnées, elles aussi, comme un service public. Alors elles ont eu que 15% des patients Covid. Néanmoins, il n'y avait plus de dépassement d'honoraires, il n'y avait plus de business. Hein, le but n'était plus commercial. On fonctionne comme un service public. Et d'ailleurs, des collègues du privé sont venus à l'hôpital public donner un coup de main. Bon, donc là, tout d'un coup, quand vous avez la crise, évidemment, vous dites au secours l'État. Et puis, ce qui manque aujourd'hui, et ce qui est vu, c'est au secours la société civile. Comment on s'organise? Parce que c'est pas l'État seul, c'est pas l'État avec McKinsey. Hein, c'est l'État avec les élus locaux, les élus territoriaux, les professionnels, les usagers, les associations de patients, qui se mobilisent. Ce qu'on n'a pas su faire dans le Covid, à vrai dire. Hein, et en même temps, vous dites qu'il faut des crises, mais bon, voilà, là on arrive au Covid et le post-crise, c'est la catastrophe. Donc c'est retour au passé, intégralement. D'ailleurs, vous avez vu que le truc incroyable, c'est qu'on a eu des élections présidentielles, des élections législatives après la crise du Covid. Sans un mot sur la santé. Rien. D'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles tout à l'heure, en off, on se disait pourquoi on s'y intéressait. C'est que moi, pendant la législative, on a parlé de santé, des certifications médicales, etc., et même du CHU de Limoges notamment. Mais en fait, sur la présidentielle ou la législative, alors que c'était la deuxième préoccupation des Français, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un mot là-dessus. Comment vous l'expliquez qu'il n'y ait pas eu un mot sur la santé durant les élections? Voilà, c'est que en gros. Il avait honte, Emmanuel Macron. Mais non, lui, c'est un caméléon. C'est un champion de la communication. Moi, il fait des beaux discours. Alors à la fin, c'est un peu inaudible parce que vous êtes saturé par le talent oratoire. Bon, bon. Et puis vous savez que rien va arriver derrière, quoi. Mais oui, voilà. Donc à la fin, ça a eu cette histoire. Donc du coup, la communication, Jean-Édouard Philippe, qui est de droite dans ses bottes, mais froide, apparaît plus adaptée. Il faut bien se rappeler une chose. Hein. Le discours de Macron que vous évoquiez à Mulhouse, là, c'est le grand discours sur le jour d'après ne sera pas le jour d'avant, il fera des décisions de rupture. C'est Édouard Philippe qui inaugure Ségur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit le cap que nous avions fixé avec Agnès Buzyn, je pense était le bon. Ouais. Je ne pense pas qu'il faille changer de cap, sauf si vous en décidez autrement, dit-il. Hein, il s'agit seulement, selon moi, d'accélérer. D'accord. Donc rien. Ce que vous constatez, c'est que, en gros, une droite libérale ou une gauche libérale qui est guère dans l'idée que les services publics c'est fini. Les services publics à l'ancienne. M. Rim a dit c'est bien, mais vous êtes dans un vieux monde. Le service public à l'ancienne, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est la privatisation peut très bien, la gestion privée peut très bien remplir les missions publiques. Pourtant, c'est le public qui a tenu le Covid. Pourtant, c'est le public. On a eu la démonstration inverse. Mais ça ne fait rien parce qu'est arrivé le vaccin et on a pu reprendre. Quand la technologie réarrive, on réarrive avec la mentalité libérale que la médecine devient industrielle, que le médecin est un ingénieur, et que tout ça se gère par les règles du marché, avec la concurrence au plus bas coût, et on vous met Doctolib. Mais il n'empêche que... On vous met Doctolib, qui est un début d'ubérisation de la médecine. Vous irez sur des plateformes pour dire j'ai pas de médecin traitant. On supprime le médecin traitant, vous allez sur Doctolib, et que vous n'en avez pas qu'un, vous en avez plusieurs. Et vous faites votre marché. Vous ferez votre marché sur Doctolib. Donc voilà, c'est cette pensée-là. Alors quand il y a les crises, elle est foutue en l'air. Alors après, il y a eu la volonté aussi de dire, et y compris dans la population, on en a marre. Arrêtons de parler de ça. C'est la mort qu'on a. Vous faites pas un programme politique avec la mort, vous faites pas de politique avec les crises. Allez, rappelez-vous, 45. On ne parle pas des camps. Nous aussi, on a souffert. Allez. N'en parlons pas. Regardons l'avenir. Vive la vie. Alors, c'est là-dessus que joue, et c'est compréhensible. Hein, vous avez vécu un truc comme ça, tout d'un coup, vous avez, on respire. Bon, alors parlons de l'avenir et racontons. Bon, voilà, et on a un conteur fantastique qui est un Premier ministre qui. Bon, voilà. Surtout qu'il y a eu une stratégie, même juste avant l'élection présidentielle, de libérer, alors qu'il y avait eu une entrainte forte sur la population française. On dit tout est fini. D'un coup, de tout libérer, et puis là maintenant, on commence à se dire. Correspond, arrive la libération et on va danser, quoi. Enfin, bon, et ne parlons pas du passé, ça suffit de toujours ressasser. Sauf qu'en fait, après, même une accusation. M. Rimadier Fous de décrire la crise de l'hôpital, vous l'enfoncez.
Eh oui, ouais. Vous-même, vous êtes responsable de cette crise parce que vous dégoûtez les gens. Vous critiquez l'hôpital. Dites que tout va bien. D'où cette communication positive insupportable, y compris maintenant de notre collègue Braun, du ministre, qui minimise tout. On transporte des nourrissons en SMUR à plus de 200 km. Mais non, mais c'est très sécure, c'est habituel. Banalisons. Ça c'est vrai que c'est un point quand même. Nous, on a fait donc une enquête aussi sur l'hôpital qui s'appelle Allo Ségur, où on est allé dans, je crois, plus de 70 établissements. Et c'est vrai que c'est un point, même moi, j'ai douté. Ou quand je tombais face au directeur qui me disait, mais faut pas trop montrer ce qui va mal parce que en fait, vous allez dégoûter les autres de venir. Enfin, comme si c'était de notre faute presque que les soignants ne venaient pas parce que du coup, on mettait en lumière la situation de l'hôpital. Et il y a des fois où on se met à douter. On se dit, est-ce que vraiment, est-ce que là, je suis pas en train d'être contre-productif et tout? Alors après, on se dit quand même que finalement, il faut les mettre face à leurs responsabilités politiques. Et justement, j'allais venir aussi sur parce que là, il y a le vaccin, donc ça répond en partie aussi à la question du Covid, mais il n'empêche qu'il y a d'autres maladies. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la pédiatrie. Ce matin, au moment où on fait l'entretien, il y a 10 000 pédiatres qui signent une lettre en disant à Emmanuel Macron, votre silence est assourdissant. Il y a une crise sans précédent, je pense, dans la pédiatrie pour le coup et dans d'autres secteurs. Donc, l'hôpital, il est dans quel état là maintenant là? Alors, la pédiatrie, il faut bien comprendre, maintenant, la réanimation pédiatrique, c'est le cœur du cœur de l'hôpital public. Il n'y a pas d'alternative en ville. Oui. Et pas d'alternative dans le privé. Enfin, non, mais quand je dis en ville, c'est clinique aussi. Okay. C'est qu'il n'y a pas d'alternative privée. Donc, le fait que la réanimation pédiatrique soit touchée, c'est un truc tout à fait dramatique. Surtout que c'était déjà le cas lors de la bronchiolite de l'automne 2019. Ouais. On avait eu 25. Là, maintenant, il y a plus de 45 nourrissons qui sont quittés l'Île-de-France. Si ça continue, on ira en Belgique. Hein. Oui, c'est l'alarme maximum, sauf que maintenant les crises sont généralisées, donc l'assentiment des hospitaliers comme de la population, c'est d'être paralysé, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Il y a un sentiment de, bon, on a tout essayé, on a tout fait. Moi, quand j'étais jeune, 10 patrons auraient écrit, ou 2 patrons auraient écrit à un ministre, branle-bas de combat. Maintenant, ils sont 10 000, et alors? Bon, hein, laissons passer. La bronchiolite finira bien par s'arrêter. Bon, il y a un côté cynique. Alors, oui, nous avons un devoir de dire ce qui se passe. Au fond, c'est la force encore d'un service public. Parce qu'il y a plein de collègues dans le privé qui se plaignent. Simplement, ils se taisent. Ils sont contractuels. Hein? Donc, au besoin, ils me téléphonent pour me dire ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Moi, j'avais des collègues qui me téléphonaient de l'hôpital Saint-Joseph ou autre pour me dire ce qui pouvait se passer. Hein, mais eux ne se mettaient pas en avant. Donc, nous, on a une certaine protection par le fait qu'on est encore dans un service public. Et en gros, l'idée du statut, c'était ça. C'est le service public au service du public. Et les soignants ont un statut qui leur permet d'être indépendants de toute force extérieure. Il faudrait qu'ils soient indépendants complètement de l'industrie pharmaceutique, mais dépendants aussi de la politique politicienne. Ils sont là au service des gens, du public. Donc, une espèce de contrat éthique. Hein, qui permet d'être en gros des avocats de la population qui, face à la santé, n'est pas dans une situation comme face à l'enseignement, ou face au PTT, ou face à la SNCF, à une situation d'angoisse, qu'on disait, de trouver une solution personnelle pour chacun, avoir son bon médecin traitant. C'est ce qui amène d'ailleurs à dire le système est en crise, heureusement que j'ai un bon médecin. Hein, ou mon chirurgien est bien, le mien. Mais là maintenant on arrive à l'os, hein, ce qui fait qu'il est, pour le moment, j'en ai pas de médecin. Et alors du coup les coups de fil, hein. Écoute, est-ce que tu as quelqu'un, est-ce que tu pourrais me conseiller, je ne sais pas qui voir, etc. etc. Hein. J'ai un coup de fil hier à Montpellier, près de Montpellier, il nous manque un médecin gynécologue, on va fermer la maternité, André, est-ce que tu peux nous aider? Bon, je tombe des nues quand j'entends ça. Vous êtes devenu ADECO, Manpower mais tous les soignants, pas moi seulement. C'est-à-dire que dès que vous connaissez quelqu'un, vous dites quelle est la bonne filière, où aller, comment aller, etc. Et sur, parce que je vois que le temps passe en même temps, et d'ailleurs c'est dommage, mais est-ce que du coup on pourrait passer un peu à l'étape solution, même si il y en a plein. Quelles sont là par exemple 2-3 mesures? Alors je sais que c'est jamais simple que ça, parce que moi quand on me pose la question, je déteste répondre comme ça. À chaque fois je dis mettre le pognon, mais 2-3 mesures qu'il faudrait appliquer sur l'hôpital en urgence. Voilà, le problème c'est de séparer urgence et long terme. Parce que le long terme, il est que notre système, on voit bien, hein, 45 avec ses limites.
bon, qui est un système mixte. 58 avec ses limites. Robert Debré est obligé d'accepter un secteur privé à l'hôpital. Bon, et puis l'hôpital devient très la haute technologie, mais la santé publique est complètement délaissée. Hein. Bon, à chaque fois, on avance avec des limites. Hein. Et ça, c'est la politique. Ça, il n'y a pas un monde idéal, une page blanche, on réécrit tout. C'est pas comme ça. Bien sûr. Alors, la mesure d'urgence, une mesure d'urgence, c'est de recruter, former et pouvoir garder des infirmières. C'est les fameuses 100 000... c'est ce qu'on a dit, 100 000, c'est une approximation. En plus, alors les conditions, c'est quoi? C'est et ça, c'est faisable dans le quinquennat, quoi. Hein. Qu'elles aient des salaires équivalents à ceux des pays frontaliers. Qu'une infirmière française qui travaille près de la Belgique passe pas la frontière pour gagner mieux sa vie, ou au Luxembourg ou en Allemagne. Bon, ça c'est la première condition. Deuxième condition, les conditions de travail. Il faut que on définisse par unité de soins combien il y a de soignants présents, médecins, infirmières et de soignants, pour s'occuper de X malades. C'est ce qu'on appelle les ratios. Les ratios, quotas, comme on veut, mais qui n'existent que pour la réanimation. Hein, oui. Et donc on doit faire pour chaque unité de soins. Moi, l'unité de pied diabétique de plaie pour éviter l'amputation, c'est pas pareil qu'une unité où on apprend à manier l'insuline, à gérer le traitement, etc. Bon. Mais ça permettrait de pas, quand il y a des infirmières qui reviennent, leur dire maintenant vous occupez de tout le monde. On sait que c'est ça l'objectif. C'est ça qu'on est l'objectif. On vise à définir le nombre d'infirmières dont on a besoin. C'est le cap qu'on veut aussi. Ce qui permet de fixer voilà, et que les infirmières comprennent que ça sera pas, si elles doivent donner à un moment donné ce qu'elles ont toujours fait. Hein, de dire aujourd'hui il manque quelqu'un, donc je vais rester plus longtemps, etc. Que ce soit pas la norme, que le mode dégradé, comme on dit, devient pas la norme, ça devient l'exception. Ou ne soit plus la norme, parce qu'aujourd'hui c'est déjà... la norme aujourd'hui. Hein. Ou alors comme fait Agnès Hartmann qui m'a succédé, elle dit quand il n'y a pas d'infirmière, je ferme les lits. Donc on est à un truc. Puis à la fin, vous allez fermer, quoi. Hein. Mais ça c'est de l'urgence et c'est aussi du long terme. Alors, oui, mais enfin, c'est de l'urgence, c'est de la pérennité. C'est pas du long terme, c'est urgence et pérennité. Et enfin, attendez, c'est pas fini. Il faut qu'elles aient un profil de carrière. On a besoin d'infirmières spécialisées. Alors, on a mis l'idée qu'il faut qu'elles aillent 3 ans à l'université et en plus, elles ne sont pas remplacées dans leur service. Alors, avec ça, on ira au compte-gouttes. On a des validations d'acquis d'expérience, des validations de formation. Hein, il y a plein de diplômes d'université. Moi, j'ai des infirmières qui ont fait des diplômes de cicatrisation, qui ont des expériences depuis 10 ans, 15 ans, qui peuvent suivre. Vous n'êtes pas incompétent comme infirmière spécialisée si vous êtes 1 an en réanimation. Bon, il faut au moins 5 ans pour connaître une spécialité. Bon, donc on reconnaît, et derrière, il y a un statut, et derrière, il y a une rémunération, une valorisation. La seule progression qu'elles ont, ça a été de devenir cadre de gestion. Non, elles doivent être spécialisées. Il y a 3 domaines de compétences pour les infirmières. 1, une compétence technique, par exemple les infirmières de bloc opératoire. 2, une conférence de suivi des patients. Typiquement, il y avait les infirmiers psychiatriques qu'on a supprimés, mais quelle folie. Bon, il faut infirmières de diabétologie, infirmières de cardiologie, infirmières d'oncologie. Bon. Et puis, il y a les coordinations entre la ville et l'hôpital, entre les structures, infirmières qui ont des rôles de coordination et qui connaissent ce dont elles doivent coordonner, dans l'insuffisance rénale par exemple. Hein. Et on est très en retard par rapport à d'autres pays sur le sujet. Il y a plein de pays qui sont bien plus avancés que nous. Donc ces métiers-là, alors la médecine libérale a été à fond contre. Parce qu'évidemment, le paiement à l'acte à 25 €, vous ne voulez pas que ce soit l'infirmière qui vaccine. Parce que 25 €, vous les prenez, parce que le vaccin, ça va vous prendre 5 minutes. Et si vous voulez voir des malades longs, compliqués, vous êtes content d'avoir des malades courts qui reviennent 25 €, mais il faut sortir du paiement à l'acte. Donc les choses s'enchaînent. Hein. Oui. Bon, mais ça, c'est l'urgence absolue. Après, il faut revoir ce qui a été historiquement la mixité de ce système public-privé. Bon, hein, il faut redéfinir ce que c'est un commun et du coup des modes de financement. Et les modes de financement, ils doivent être pluriels. Ce qui sont les actes techniques standardisés, le paiement à tarification d'activité ou paiement à l'acte, ça convient. Ce qui est les maladies chroniques, c'est une dotation ou une capitation. Bon, hein, une dotation en fonction du nombre de patients et de nouveaux patients, une capitation en fonction d'un patient, ça vous tend sur l'année, puis vous avez un cahier des charges. Celui-là, il faut le voir longtemps, celui-là, il faut le voir souvent, celui-là, on peut le voir 1 fois par an. D'accord. Ouais. Donc, il faut modifier ça. Et puis, il y a des missions de service public. Alors, quelle est la discipline qu'il faut renforcer et quasiment construire, enfin, renforcer et construire avec une pensée différente?
Hein, il y a eu l'anatomie comme grande discipline historique, qui a donné l'imagerie d'ailleurs. Puis en 58, la biologie, on a rattrapé notre retard, qui donne aussi la génétique. Hein, on est devenu bon. Ben, la discipline aujourd'hui, c'est la santé publique. Or, c'est pas une discipline purement médicale. C'est une discipline qui implique les sociologues, qui implique les économistes, qui implique des anthropologues, bon, pour travailler avec le système de santé et mettre en place la prévention. Mais alors la prévention, pareil, on a l'impression d'en avoir des discours, des idées, des intuitions. Il n'est pas bête ce Macron. Puis après, résultat, bon, 3 consultations de prévention, 25 ans, 45 ans, 65 ans. C'est que c'est déjà en plus. Ça sert strictement à rien. Vont venir à ces consultations les gens qui n'en ont pas besoin. Le principe de la santé publique, c'est aller vers. On a vu notre échec sur la vaccination, 93, tome d'homme. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place la médecine communautaire, où là, on est voisins de zéro. La médecine communautaire, elle se fait avec des médiateurs de santé, avec des représentants associatifs des communautés, avec des élus locaux, et elle se fait sur l'éducation à la santé, le dépistage, la prévention, la vaccination. D'où nos histoires de vaccination. La France est dans une situation, et pas, je ne parle pas du Covid, on peut en parler si vous voulez, mais la vaccination contre le papillomavirus, qui est responsable de 3000 cancers du col de l'utérus par an. On a un vaccin pour l'éviter, sans parler des cancers anaux, des cancers buccaux. En France, les jeunes sont vaccinés à 40%, en Angleterre 80%. Et encore, on est content parce qu'on a beaucoup progressé. Bon, on a un problème avec la santé publique en France. Parce que les médecins libéraux ont toujours considéré que la santé publique, derrière, il y avait la main de l'État, et ils sont contre l'État. Et les hospitaliers ont été dans la haute technologie, la santé publique, ça leur paraît comme la dernière roue du carrosse. Bon, donc là, il y a un virage à faire. Alors on a des agences de santé de sommet qui, y compris toutes les agences qu'on a, ne se sont pas réunies une seule fois ensemble pendant le Covid. D'accord. Pas une seule fois ensemble pendant le Covid. Non. Et on a une santé publique de terrain qui existe marginalement. Hein, Didier Ménard, les Francs-Moisins du 93, un truc absolument fantastique. Bon, enthousiasmant. Mais regardez, Marseille, il y a assez de médecins à Marseille. Seulement, les médecins, ils sont installés dans les quartiers sud. Et dans les quartiers nord, c'est le désert médical. Quelle est la solution? Est-ce que c'est de négocier avec les syndicats libéraux, avec les médecins, dire vous allez payer plus? Non. La solution, c'est l'État, c'est-à-dire les ARS, les élus locaux, l'hôpital, les CHU de Marseille, qui créent des centres de santé où on fait une nouvelle médecine. Il y en a quelques-uns avec des assistants médicaux. Bah oui, mais il faut développer des assistants médicaux, des médiateurs de santé des infirmières de pratique avancée. Et on fait une nouvelle médecine qui est assez enthousiasmante. Hein, et vous n'êtes pas payé à l'acte. Et vous dites pas, je reste là toute ma vie. Si vous n'êtes pas, vous dites non, ben c'était fantastique, mais j'ai passé 5 ans. Ou bien vous y restez si vous. Bon, il n'y a qu'à voir comment les jeunes sont médecins et soignants en général sont enthousiastes pour Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Et on n'est pas capable de créer la médecine humanitaire du XXIe siècle. Le symbole de ça, c'est l'Hôtel Dieu de Paris. Sur le parvis de Notre-Dame, on pouvait en faire le CHU de la médecine humanitaire. Hein, on a eu le prix Nobel quand même pour ça. Ouais. Hein, et finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Une galerie marchande. Ok, une galerie marchande, des soins ambulatoires et des logements. Ouais. Bah, il est là le mix privé-public. J'ai, pour conclure, une toute dernière question. Ouais. Comment on fait pour mobiliser les gens? Ah, mais ça, c'est moi qui vous la pose. Ah bah, c'est vous qui avez créé le café notamment. C'est les hospitaliers. Comment on fait pour mobiliser même les hospitaliers? Aujourd'hui, ce qu'on sent, il y a quand même une résignation. C'est compliqué parce que. Même si j'ai l'impression qu'avec la pédiatrie, ça remonte un peu. Parce que dans la santé, en gros, vous avez des souvenirs difficiles de la mort d'un parent, de trouver des solutions individuelles. Le système apparaît comme hyper complexe. On n'en débat pas. En France, aux USA, ils ont un grand débat sur la santé. En Angleterre, ils ont un débat sur la santé. Pourquoi vous ne mettez pas des milliards dans le système de la NHS? Rappelez-vous les Brexiteurs. Ouais. Ils ont dit on va récupérer de l'argent de l'Europe, on va le mettre dans la santé. Bon, en France, on n'a aucun débat. Bon, donc ça, vous posez une bonne question, mais j'ai pas vraiment la réponse. Nous, on a fait ce qu'on a pu, mais dans la logique médiatisation, association de patients. Alors, il a fallu une crise comme le SIDA.
pour que on dise, les systèmes de santé incorporent les patients, leurs représentants dans le système de santé. Alors le sida, il y avait une particularité, c'était les gens jeunes, et on leur annonçait leur mort pour 2 ou 3 ans. Au lieu de faire comme pour la tuberculose, les sanatoriums et je me replie, hein, on n'avait aucun traitement. Ils ont fait ce qui est fondamental dans une crise, 1, comprendre, 2, agir. Donc ça a été la mobilisation au lieu du repli. D'accord. Bon, alors est-ce que c'est ça qu'il faudra, c'est-à-dire ou comme 45, ou comme une grande crise épidémique, pour que la société dise ça devient le sujet. Alors peut-être que les crises climatiques et les crises sanitaires à venir vont provoquer ça. Alors c'est dramatique de dire ça, parce qu'il y a une espèce de course de vitesse de l'humanité. Hein, mais si vous me demandez comme ça, est-ce que j'ai le gadget pour mobiliser les gens, ben j'ai pas. Moi je suis comme le colibri, quoi, hein, qui pour éteindre l'incendie amène sa goutte d'eau. Alors moi je fais ma tâche. Ma tâche, c'est essayer de montrer quelles sont les pistes, quelles seraient les réformes réalistes et de sortir des rêves, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Non, pas toujours plus. La France dépense 11 à 12% du PIB, elle pourrait dépenser 15% du PIB, mais faut arrêter le gaspillage. Faut arrêter, on n'a pas parlé d'industrie pharmaceutique, que les prix des médicaments ne sont pas calculés en fonction du coût de la recherche, développement, plus même y compris une petite rentabilité pour les actionnaires. Ils sont calculés en fonction de l'amélioration du service rendu. C'est-à-dire, vous avez le traitement de l'hépatite C, donc plus de cirrhose, plus de cancer, plus de greffe. Ah ben alors, ça vaut au moins 41 000 € le traitement, mais à produire moins de 200 €. Mais alors, le vaccin pour la polio, il faudrait qu'on soit payé combien? La tuberculose, il faudrait payer combien? Et puis, on a un truc qui nous arrive, qui sont les germes multirésistants, mais les laboratoires ne font aucune recherche sur les antibiotiques. C'est pas rentable. Hein? Donc on va avoir des germes multirésistants et une autre catastrophe sanitaire qui s'annonce. On sera complètement désarmé. Ou c'est la recherche publique. Bon, donc voilà. Donc, sur ces notes, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je conseille à nouveau votre dernier ouvrage qui préconise les solutions avec une belle préface d'Alain Supiot. Je préconise aussi celui d'avant, Manifeste pour la santé 2022, qui je pense est vraiment pour comprendre dans quel état, enfin comment on en est arrivé là. Donc c'est ce que vous avez pu expliquer tout au long de notre entretien, mais quand même qui est vraiment fabuleux pour comprendre absolument comment on en est arrivé. Il y a aussi toute la phase du Covid. Vous rappelez notamment des séquences qui moi me paraissent incroyables. Je m'étais noté, enfin j'avais fait une fiche sur ce bouquin-là il y a longtemps, mais des séquences du JDD qui rappellent à un moment donné, qui avait titré "Ça passe ou ça casse" sur le Covid. Enfin, et comment on a géré cette crise de manière des fois complètement aléatoire. Je pense que c'est bien des fois de s'y replonger. Je sais que ça peut être douloureux pour beaucoup, mais c'est quand même bien de s'y replonger pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre que, comme le disait Einstein, on ne va pas régler les problèmes avec ceux qui les ont créés et que si demain on doit aller de l'avant pour l'hôpital, bah ça va être compliqué de fonctionner avec ceux qui ont la même pensée que ceux qui ont tout détruit. Exact. Bon, en tout cas, merci beaucoup André Grimaldi.